Bonsoir, une actualité dense, bienvenue sur La Première. Mercredi, il est 19h passé d'1 minute, c'est le journal de Polynésie. En voici le sommaire. Des feuilles blanches pour fiches d'honoraires, le personnel en supplément pour la lutte contre la pandémie commence à tousser. Ces vacations n'ont pas encore été payées. Un problème de mécanique bureaucratique, les dettes vont être honorées très rapidement. Ils sont partout, discrets et souriants, mais jamais avares d'un bon conseil. Les guides sanitaires, tout de bleu ou de rouge vêtus, sont un rouage essentiel dans la lutte contre la Covid-19. L'ouverture du ciel à venir va renforcer leur mission. Plus de 200 d'entre eux étaient en séminaire aujourd'hui à la présidence. Il y avait jadis la honte des maladies mentales, cette part du diable dans la tête. Même si les rationalités sont signes de modernité, ces pathologies sont souvent jugées avec dédain, voire pire, tenues au silence. Dans une société des individus en jouant à la performance, ce sont de profondes blessures. Des patients et des parents témoigneront dans ce journal. Demain à l'hôpital, une conférence sur les psychoses émergentes, comment réagir, comment les traiter. Pour ouvrir le débat, nous recevrons le docteur Johan Septi de l'hôpital. Il nous parlera des injonctions paradoxales qui traversent les vies humaines, mais aussi de la manière de les traiter. On ne comptera plus sur les doigts bientôt les bacs bleus à Faha. Ils sont promis à une éclosion rapide. 1000 aujourd'hui, 6000 demain. Munis d'une puce électronique, ils seront un soutien à un objectif noble, produire beaucoup moins de déchets. Les blouses blanches ont le blues. Le personnel qui participe à la lutte contre la Covid-19 est encore à jeun d'avoir perçu ces heures supplémentaires. Une situation qui dure et qui parfois se transforme en amertume avec la mise en index des lourdeurs de l'administration. Mais tout sera réglé. Rubis sur ongle, affirme Le Pays. Reportage Lucille Guichet-Tirao avec Patrick Tinsing. Ces images du vaccinodrome de la présidence ce week-end, 4200 personnes vaccinées grâce à l'engagement de 175 agents du pays, tous bénévoles, y compris les médecins et les infirmières. Mobilisés sur la crise de la Covid-19 depuis 1 an maintenant, leurs heures supplémentaires le week-end ou en soirée ne sont pas payées en raison d'un vide juridique. Il y a un raisonnement spécieux qui est tenu par l'administration sur les jours fériés, les dimanches, ce genre de choses, qui fait qu'on ne paye pas une partie des heures sup, considérant que les jours fériés seraient des jours travaillés normaux pour ces agents. Une situation en passe d'être réglée. Ce matin, le Conseil des ministres a acté la régularisation et donc le paiement de ces heures. Un autre arrêté devrait bientôt régler le problème des vacataires. Une reconnaissance de l'administration en situation de crise exceptionnelle. C'est le minimum de reconnaître au moins l'engagement personnel des personnes qui ont travaillé, qui travaillaient au-delà, très nettement au-delà des heures habituelles de l'administration, qui se sont engagés les samedis, les dimanches et autres. Et donc c'était la moindre des choses. Et pour expliquer ce délai d'1 an, c'était le dur mariage entre le Code du travail et la fonction publique. Donc les choses avancent et on a trouvé effectivement une solution et nous avons passé un arrêté en Conseil des ministres qui vont prendre effectivement ces heures supplémentaires rétroactivement à fin janvier 2020. Selon les estimations des syndicats et du ministère, une 50aine d'agents sont concernés. Reste la question des fonctionnaires d'État mis à disposition du pays et relevant d'un autre type de contrat de travail. À noter également que le Conseil des ministres, suite au retour d'expérience, autorise désormais les infirmiers et infirmières ainsi que les sages-femmes à vacciner les citoyens. Jusqu'à présent, ils ne pouvaient le faire que sur prescription médicale. Les chiffres du ministère de la Santé qui concernent la Covid-19, aujourd'hui, de nouveaux cas constatés. Malheureusement, par rapport à hier soir, une hospitalisation supplémentaire. Une personne est toujours en soins intensifs au Taoné. Et puis sur ce chapitre santé, notez demain la prise de parole commune du haut-commissaire et du président du pays. Son thème, la situation sanitaire. Rendez-vous à 11h sur toutes les antennes de La Première, télé, radio et Internet. Une photo de famille ce matin qui tend la main. Ce sont des sentinelles, comme des gardiens du temple de la santé. Les guides sanitaires ont un rôle d'avant-garde, cela d'autant plus que l'idée de l'ouverture du ciel est sur la table. Un séminaire était organisé à leur intention. Ils étaient exactement 224 à la présidence. Reportage Juan Poutourou avec Mirko Vanfo. Après presque 1 an de sensibilisation aux gestes barrières contre le Covid, les guides sanitaires sont à nouveau mobilisés pour une nouvelle mission. Celui d'identifier les personnes qui doivent être vaccinées en priorité et les accompagner. Et dans ce cadre, l'ensemble des brigades de Tahiti Moorea ont été regroupées à la présidence du pays pour être formées à cette nouvelle responsabilité.
Il est important pour nous de faire un point d'étape avec eux parce qu'ils ont été formés, ils sont allés à la rencontre de la population. Ce n'est pas tous les jours facile pour eux. Parfois, il y a un petit peu d'agressivité. Donc, un point d'étape, mais surtout préparer, nous aider dans l'accompagnement effectivement de la campagne vaccinale qui, vous l'avez vu, s'est accélérée. Et donc, dans les communes, effectivement, aller à la rencontre, recenser les personnes âgées qui n'auront pas encore été vaccinées pour discuter avec elles, pouvoir les accompagner parce que parfois il y a des problèmes de transport et également les personnes vulnérables pour gagner en immunité au niveau de notre population. On va proposer des formations, des ateliers collaboratifs, donc ça va être la question de cette journée. Nous allons donc demander aux guides sanitaires de faire un point sur ce qui a bien fonctionné, sur ce qui peut être amélioré et puis sur leurs besoins pour mener à bien cette phase 2 donc, qui va être orientée sanitaire et tourisme. Et dans les communes de Polynésie, ce n'est pas moins de 468 guides sanitaires engagés en contrat CAE d'1 an qui œuvrent sur le terrain depuis le mois de juin dernier. Leur volonté, continuer ce combat sanitaire jusqu'au bout. Sur toutes les missions qu'on les met, autant dans les quartiers, au centre-ville, dans les événements aussi, comme les campagnes de vaccination, ce sont des personnes qui s'investissent et qui sont motivés et volontaires. Normalement, les contrats prennent fin au mois d'août. Donc, je pense qu'avec cette nouvelle tâche en plus, j'espère qu'ils vont être reconduits parce qu'ils ont été formés déjà. Donc, ça serait bien qu'on reconduise leur contrat vu que l'ouverture des frontières se fera à partir du mois de mai. Donc, je pense qu'on aura encore besoin d'eux pour nous aider justement parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et dans cet objectif d'une immunité collective au Fénois, les guides sanitaires seront déployés dans différents centres de vaccination. Le 17 avril à Mataya, Teirapu, Papara pour les plus de 18 ans et le 24 avril du côté de Mahina. Et pour les îles, les centres hospitaliers seront renforcés. Volet justice et le tribunal de Papeete a rendu son jugement dans l'affaire du Fonds de développement des archipels, le FDA. Si les gérants de paille ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis, les principaux accusés ont eu une peine beaucoup plus sévère. Pour Émile Verdodon, l'ex-Tavana de Mahina, 6 mois avec sursis et une amende de 5 millions. Pour l'ancien cadre supérieur Atimai Mara et l'actuel maire de Rangiroa, 2 ans dont 1 année de prison avec sursis, 5 millions d'amende et surtout, pour l'actuel élu, 5 ans d'inéligibilité. Leurs avocats ont 10 jours pour faire appel. On écoute leur réaction tout de suite. Ça fait 17 ans. On me cherche encore des poux, des noirs. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je dise à ce peuple? Donc vous n'acceptez Moi, pas je suis devenu complètement aigri. On se retrouve 14 ans après à être quand même accusé. Et c'est cher payé, quoi. 5 millions, 5 ans d'inéligibilité, interdiction d'intégrer la fonction publique. Bien évidemment, il faut faire appel. Je ne suis pas rentré au CA pour aller voler. Hein? Vous allez perdre votre mandat de maire? Oui, le mandat de maire, hein, ça, j'étais déjà prêt à ramener. C'est pas d'aujourd'hui. Vous avez préparé votre successeur à... Ça y est. Successeur à qui alors? Ça, vous verrez qu'il sera élu. Un fait divers, et si vous êtes passé au centre-ville de Papeete cet après-midi, vers la rue Madi Gabré, vous avez peut-être vu les pompiers et la police. Un homme de 29 ans est tombé du toit d'un immeuble, il est décédé. Les images sont de Nicolas Suire. Il y a une part de militance qui ne s'essouffle jamais chez les pro-cannabis thérapeutiques en Polynésie. Une fois encore, pancarte d'or, ils ont manifesté devant la présidence sous la bannière « Légaliser la santé ». Vous le savez, ils sont organisés en association pour faire avancer leur requête auprès des autorités. Nous écoutons un membre du collectif qui s'appelle THC. Il est au micro de Mirko Vanfo. Aujourd'hui, cette plante, dans plusieurs pays, c'est prouvé comme quoi elle soigne plusieurs pathologies en même temps. Et du coup, je ne vois pas ce qu'on attend aujourd'hui pour prendre exemple, faire nos textes en adaptant au contexte actuel. Et après, le faire réellement, c'est pouvoir se soigner différemment. Nous qui avons des pathologies, des douleurs aux genoux, tu appliques ça un peu sur la partie où tu as mal et ça règle le problème. Page santé dans ce journal, il y a des souffrances silencieuses, elles ne se voient pas au regard, ni dans la démarche physique, et pourtant, ces maladies dites mentales hantent des existences, en quittent bien des saveurs, pour les patients aussi, pour leur famille. Un tribut social est aussi à payer dans une société qui ne cesse de célébrer l'anthropologie des vainqueurs. Face au tabou, des témoignages, ils ont été recueillis par Brigitte Olivier avec Heidi Enko.
Mère de 3 jeunes adultes, Aurélie ne s'attendait pas à continuer à s'occuper à plein temps de son fils aîné de 28 ans. Mais voilà, en 2018, il revient de l'armée en France où il s'était engagé, schizophrène, en proie à des hallucinations visuelles et auditives. Le plus dur pour elle a été de comprendre d'abord, puis de se lancer dans des démarches administratives sans fin pour qu'un diagnostic soit posé et que son fils soit reconnu handicapé, c'est-à-dire incapable de mener une vie normale en autonomie. Son angoisse, c'est l'avenir. Est-ce qu'il arrivera à travailler normalement ? À avoir une vie sociale, à avoir une vie amoureuse, à avoir peut-être des enfants. Et puis, sa vie, une fois que je ne serai plus là. Ce que vit Aurélie est beaucoup plus courant qu'on ne le croit, mais elle a pu faire appel à une association spécialisée, Tapute Ahora. On a eu la chance d'avoir des formations qui se sont faites donc au centre hospitalier à Jean-Prince et qui là, ça a été fait par des personnes du corps médical, donc des psychiatres, des psychologues, des médecins en général, qui nous ont aidés à comprendre la maladie, à agir. Plus de 40% de la population en Polynésie a déjà été prise en charge pour des troubles mentaux. Les hospitalisations, plus de 7000 en 13 ans, ont coûté 6 milliards à la CPS. 75% des maladies psychiques débutent entre 15 et 25 ans, mais il faut en moyenne 10 ans pour les détecter. Et elles sont nombreuses et variées, autant qu'il y a de patients, psychoses, névroses, troubles du comportement. Les bipolaires, par exemple, sont en grande souffrance car leur mal-être est invisible mais très dur à vivre pour eux comme pour l'entourage. La bipolarité, c'est beaucoup plus que d'avoir des hauts et des bas. C'est vraiment être le jouet de ses émotions sans pouvoir agir dessus. Un jour, on n'est pas bien du tout, on ne sait pas du tout pourquoi. Et le lendemain, on va avoir un punch pas possible. Ça affecte considérablement la vie quotidienne. Oui. Alors, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas fou. Ah non, alors ça n'est pas le trouble bipolaire n'est pas une maladie psychotique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'altération de la perception de la réalité. Simplement, c'est plutôt de type névrotique. On est malheureux ou on est heureux, mais on n'a pas une lecture, on n'a pas une vision déformée de la réalité. Alors, si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond dans votre vie ou celle d'un proche, rapprochez-vous de l'association Tapute Ahora. Vous êtes loin d'être seul dans votre cas et pour les accompagnants comme pour les personnes en souffrance, seule l'aide de professionnels qui œuvrent avec les spécialistes de l'hôpital Jean-Prince peuvent vous aider. Un reportage complet. On va d'ailleurs ouvrir le débat avec notre invité ce soir, le docteur Johan Septi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de service de l'unité psychiatrique à l'hôpital du Taounais. Tout d'abord, un chiffre qui nous interpelle. 42% des Polynésiens, au cours d'une enquête réalisée en 2017, auraient des troubles de nature psychotique. C'est un chiffre important ou c'est un chiffre normal dans la société ? Alors, c'est un chiffre qui est extrêmement alarmant. Effectivement, vous faites allusion donc, au résultat de l'enquête de santé mentale en population générale qui avait été réalisée en 2017. Une première enquête qui avait effectivement apporté un premier éclairage sur l'état psychique, l'état mental de la population générale en Polynésie. Sur la définition de trouble, moi c'est une définition à prendre avec prudence. 42% de la population, je pense, souffre ou a souffert de symptômes psychiatriques, quels qu'ils soient, à un moment donné dans la vie. Et ça, effectivement, ça rejoint un petit peu les tendances qu'on peut observer dans d'autres pays. La définition de trouble implique un caractère beaucoup plus durable sur la vie entière. Donc, c'est des données qui sont à préciser, mais en tout cas qui ont permis, effectivement, un premier éclairage d'attirer une lumière sur la souffrance de la population. Pour détailler, 26% parlent d'anxiété, 20% parlent d'humeur qui va changeant. Justement, à quel moment faut-il aller voir un médecin ? Alors, moi, je vous dirais le plus tôt possible, dans tous les cas de figure. Mais le plus tôt possible, c'est quoi ? C'est quand, au bout d'un mois, ça part pas ? Ou est-ce que c'est un état qui est répétitif, qui nous amène dans des situations un petit peu végétatives ? Ça dépend de chaque situation, ça dépend notamment des âges de survenue. On sait que dans le développement psychologique d'un individu, il y a certaines périodes qui sont extrêmement à risque, notamment dans l'enfance, dans l'adolescence, et que ces périodes-là, s'il y a des symptômes qui apparaissent, il faut ne pas perdre de temps, il faut consulter le plus vite possible. D'autres symptômes qui apparaissent à l'âge adulte, effectivement, les gens ont tendance à pas forcément se précipiter chez le psychiatre pour consulter, mais dans tous les cas, dès qu'il y a un niveau de souffrance suffisamment important pour entraîner
on va dire une altération du fonctionnement, des difficultés dans le fonctionnement social, au travail, personnel, effectivement, là, c'est le moment d'aller consulter. Mais il n'y a pas une difficulté de la part de la population à se déplacer auprès d'un médecin, un psychiatre, en se disant, mais voilà, je suis pas fou, quoi. Et parce que l'association, souvent, se fait entre le rapport du médecin et le patient qui s'étonne de sa situation. C'est un obstacle. À l'accès aux soins, c'est un obstacle d'ordre culturel, d'ordre des représentations. Effectivement, le psychiatre a tendance à faire peur. On n'a jamais trop envie d'aller chez le psychiatre, ça ne fait pas forcément envie. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas forcément besoin de voir un psychiatre si on est en souffrance psychologique. Comment ça se passe à l'hôpital, justement ? Il y a un service de veille, un service d'écoute, justement, pour solutionner les petits mots qui ne sont pas encore trop importants ? Alors, il faut distinguer ce qu'on appelle la santé mentale et la psychiatrie. La psychiatrie, c'est une spécialité médicale qui va vraiment se concentrer sur les pathologies lourdes, de l'ordre des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques. La santé mentale, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui comprend notamment, on va dire, les états de mal-être transitoire qui ne rentrent pas forcément dans une définition de maladie. Un état de détresse psychologique, de la souffrance, de l'anxiété, du stress, c'est un problème de santé mentale et c'est accessible à n'importe quel médecin, qu'il soit médecin généraliste ou psychiatre. Demain, il y a une conférence, et d'ailleurs le but de l'invitation de ce soir, à 17h, sur l'émergence d'ailleurs des troubles, comment les traiter. Il y a vraiment beaucoup de solutions, une palette ample qui ne passe pas forcément par la prise de médicaments. Alors, encore une fois, ça dépend de quel trouble on parle. La conférence qui est prévue demain soir en partenariat avec l'association de Tapute Ahora, c'est une conférence sur les troubles psychotiques débutants. Et le trouble psychotique, il faut savoir que c'est représenté par une famille de pathologies psychiatriques, de maladies, qui sont peut-être les plus lourdes et qui ont le plus de conséquences sur le long terme pour les patients. Ce qui complique d'autant plus les choses, c'est que ces pathologies commencent tôt, à une période très particulière qui est la fin de l'adolescence. Et il y a véritablement un véritable enjeu de diagnostic et de prise en charge précoce. Donc c'est rendez-vous demain, 17h, amphithéâtre de l'hôpital. Absolument. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir éclairé sur ce sujet de société ô combien important. Bonne soirée. Il commence à être visible à Faa, les petits bacs bleus, une mini-révolution dans la collecte des déchets. Ils sont munis d'une puce intelligente, elle pèse et additionne des kilos, non pas pour gonfler la facture, mais pour une prise de conscience, celle de l'importance des volumes. Le but, réduire les déchets. À terme, 6000 bacs en service dans la ville. Reportage Gemso avec Jacques Damour. Elle fait partie des premiers bénéficiaires du bac bleu. Ce matin, Tetua Manouiva est venu récupérer son bac à ordures ménagères. Il est remis gracieusement aux administrés de FAA à jour de leur redevance fixée à 20 000 francs par an et par foyer. Concrètement, qu'est-ce qu'on vous a dit alors? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce bac bleu? On peut tout mettre sauf la ferraille, des encombrants et tout ce qui est vêtements, etc. Voilà. C'est ce qui est inscrit sur la poubelle. Et toi, tu en penses quoi de manière générale? J'espère qu'à l'avenir, on arrivera à un tri sur la commune de Faa pour que notre commune en tout cas soit plus propre pour notre environnement, pour nos enfants plus tard. La particularité de ce bac bleu, il est équipé d'une puce électronique qui doit permettre à la ville d'optimiser la collecte des déchets ménagers. Le système n'est pas encore opérationnel, il le sera dans les prochains jours. C'est une puce électronique qui sert à identifier les gens. Voilà. Donc elles sont fixées juste en dessous des bacs et ça nous sert à savoir si la collecte a bien été effectuée. L'objectif de la commune est d'inciter la population à réduire ses déchets avant de mettre en place le tri sélectif et selon son directeur de l'environnement, les résultats sont encourageants. On est passé aujourd'hui, depuis un an, presque un an, de 3 collectes hebdomadaires à 2 collectes hebdomadaires. Donc là, on voit qu'il y a une avancée déjà en termes de réduction des déchets. Ça se voit avec le nombre de tonnages des déchets qui arrivent à la décharge contrôlée de Montmouveil. Nous passons sur les ordures ménagères d'à peu près un peu plus de 16 000 tonnes à 15 000 tonnes. Restera alors l'épineuse question du traitement des déchets, même si la Chambre territoriale des comptes reconnaît que les lixivias de la décharge de Montmouveil n'ont pas impacté la qualité de l'eau des rivières, elle recommande purement et simplement de fermer le site. La Fatawa en envoie de toutes les couleurs, des belles couleurs. Il y a un peu un côté feuilleton avec ce challenge de voler de Polynésie ou, si vous le voulez, de romans d'apprentissage parce que c'est une véritable fête. Regardez les joueuses Touboaï. Elles jouent contre des équipes plus fortes qu'elles, mais elles gagnent chaque fois en expérience. Hier, c'était Paya, aujourd'hui, la Punaru et Tefana. Leur logique, on ne perd jamais, on apprend toujours. Écoutons Payere, elle est venue des Australes pour cette compétition pendant les vacances.
C'est bien aussi de venir voir d'autres niveaux et c'est bien aussi de jouer avec d'autres équipes parce que sinon, à tout point, on se connaît tellement toutes que on sait comment l'autre joue, alors que quand tu viens ici et tu joues avec d'autres équipes, tu ne sais pas trop comment on va jouer ou comment celle d'à côté joue. Mais après, c'est bien, c'est une belle expérience, moi j'aime bien. Bel esprit sportif et cette belle formule, malheureux qui n'a pas un inconnu devant lui. On va continuer avec le sport et avoir la connaissance technique la plus affûtée, savoir transmettre et faire éclore les talents individuels et collectifs. Eh bien, c'est la fonction d'entraîneur et elle ne peut pas s'improviser. Elle demande une exigence de formation. Le Baha a toujours suivi ce courant. Cette semaine, 28 éducateurs sont réunis jusqu'à demain pour parfaire leurs conditions. L'entraînement est un sport de combat de Haïto. Reportage signé Mourad avec Nicolas Suire. Ce n'est pas parce que l'on pratique que l'on maîtrise. Le diplôme d'animateur ou moniteur de Baha s'obtient par une formation pédagogique. Au programme, par exemple, apprendre à bien s'échauffer. Cela permet d'optimiser ses performances. De la nutrition au secourisme, la trentaine de participants n'est pas venue perdre leur temps. En fait, nous, on est venus de Rangui avec des collègues pour passer la formation initiateur, animateur en Baha. Moi, en tant que président de club, on accueille des gens, des jeunes dans notre club et puis des moins jeunes. Et avec ce diplôme-là, on est mieux qualifié pour s'occuper de ces personnes-là. Ramener une victime sur terre, la mettre en position latérale de sécurité et lui effectuer un massage cardiaque. Le b.a.-ba lorsqu'on est responsable d'un groupe. On a enregistré quand même 2 ou 3 décès dernièrement en activité de pratique du Baha. Et il est très important pour chacun des cadres présents de pouvoir réviser un peu tout ce qui concerne la sécurité en mer, le sauvetage, les conditions de sécurité pour la pratique, pour éviter toute blessure, accident et bien sûr décès. Ils sont secouristes, athlètes et comptables, des bénévoles unis pour faire perdurer les valeurs du sport national et en face d'eux des élèves studieux. Ils prennent des notes et acquièrent des connaissances. Quelques heures de théorie avant de se jeter à l'eau. Je suis venue à la formation d'animateur initiateur, c'est pour qualifier mes connaissances en tant que coach chez les Benjamins. On a appris les bases et les techniques de Baha, comment il faut être animateur, comment il faut animer, avoir aussi un projet. Cette formation payante existe depuis 2005. Après 4 jours de formation, c'est l'heure de l'évaluation. Des adultes responsables, fin prêts à enseigner. Il y a toujours la lumière. Sur la première, on va regarder le programme de ce soir sur les étranges lucarnes, avec du débat, des arguments. Cela s'appelle « Si on faisait bouger les lignes », le thème l'agriculture et de manière plus forte la logique de l'autonomie alimentaire dans les Outre-mer. Ensuite, encore des neurones en mouvement, avec la soirée intraitable, téléfilm et débat sur la question des intrants chimiques dans le monde agricole. Restez donc avec nous pour cette soirée intelligente et divertissante. On va s'intéresser donc au rappel de l'information principale de la journée. Vous l'avez vu en début d'édition, elle concerne la situation des personnels réquisitionnés pour lutter contre la Covid-19. Eh bien, leur problème financier est en voie de solution. Cela fait déjà de longs mois qu'ils attendent le paiement des heures supplémentaires. Ce paiement va se faire d'ici quelques jours selon le pays. À noter demain également la conférence du haut-commissaire avec le président Fritsch. Rendez-vous à 11h sur les antennes de la première, télé, radio et Internet. Un coup d'œil, comme d'habitude, sur le travail proposé demain par les confrères de la presse écrite. Nous avons uniquement ce soir la dépêche qui va s'intéresser au MMA avec les compétitions et l'arrivée de l'Octogone. À suivre donc également sur nos écrans. Demain, Radio 6h, les premières informations avec notre consoeur Tita Wadoum. Internet ouvert jour et nuit. Demain, 19h, c'est votre journal en français. Générique de revoir avec la magie artisanale. C'est beau la Polynésie. Que la nuit vous soit douce. À demain, 19h. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet